Secteur détecte présence ennemie en zone Silver. Présence ennemie en zone Silver, envoyez Mike Tango India pour confirmation, parlez. Mike Tango India pour 21, reçu. Groupe Victor Echo sur Silver, fonce axe Alpha vers capteur 900 à terminer. Passant dans les véhicules, en mesure d'appeler 600, en avant. Contact. Était prêt à partir sur l'axe Alpha. Effectif ennemi. Approximativement. J'ai un place. Pour répondre aux conflits de demain, les forces armées ont recours à des technologies toujours plus complexes et sophistiquées. Quelles sont-elles? Qu'apportent les hautes technologies aux armements modernes? Et dans quel but sont-elles utilisées? Enfin, représentent-elles toujours un gage de suprématie? Présence de civils dans la zone d'impact. Risque de dommages collatéraux. A reçu, changement de coordonnées sur zone de tir. La méthode pour imaginer demain est essentiellement une méthode sur laquelle on va regarder les tendances. Alors tout d'abord, il faut placer une échelle de temps. Dans notre monde, nous sommes obligés de raisonner de manière sur des délais qui sont extrêmement longs. Donc des délais qui sont de l'ordre de 20 à 30 ans. Alors bien évidemment, tout ne peut pas se faire à 30 ans. Il y a un certain nombre de technologies qui nécessairement évoluent beaucoup plus vite, comme les technologies de l'informatique. Là, on a une vision qui est beaucoup plus restreinte, qui est de l'ordre de 5 à 10 ans, mais qui nous permet quand même de préparer l'avenir dans ces domaines-là. Ces technologies de l'informatique s'étendent désormais à l'ensemble des forces armées. Parmi celles-ci, la NEB constitue une de ses plus importantes applications. La NEB, c'est en fait la numérisation de l'espace de bataille. Il s'agit de la mise en œuvre sur le champ de bataille de techniques, de procédures, garantissant au chef qu'il disposera de la bonne information au moment où il en a besoin, quel que soit l'endroit où il se trouve sur le champ de bataille, pour décider et agir plus vite que l'adversaire. C'est un nouvel système, site de données, voilà. Ici, au bleu, c'est ma position. Voilà, vous voyez, un petit carré. Bleu, c'est ma position. Ensuite, je vous montre les positions de tous les escadrons. Allez, appuyez sur le bouton. Chaque fois qu'il y a un message qui arrive, votre position est déjà actualisée, tout de suite, automatiquement. Et toutes ces informations sont disponibles à tous les niveaux de la hiérarchie. Du soldat dans son char, jusqu'au général dans son état-major, tout le monde peut disposer de cette information. Ce qu'avant je recevais par une estafette moto, maintenant je le reçois directement sur ma console et je peux l'exploiter directement sur ma console. Et surtout, je peux le retransmettre très rapidement à mes subordonnés, par les mêmes moyens. S'ils ont observé un ennemi ou un ami, faire une demande de tir d'artillerie. Auparavant, on était à la radio, on transmettait la coordonnée et ça prenait beaucoup de temps. Là, un subordonné plotte un point sur sa carte, me le transmet et moi, 3 secondes après, c'est au poste de commandement régimentaire, ce qui est quand même exceptionnel.
je peux afficher différents calques sur cette carte pour avoir les missions qui m'intéressent. Actuellement, nous sommes engagés dans une phase de recueil. C'est-à-dire qu'ici, à cet endroit-là, je recueille cette unité avec un véhicule qui est ici par les points de passage qui sont grisés. À partir de là, je peux ajouter un autre calque qui va être mes mines. Ce sont ces petits symboles violets, mines anti-char, que nous avons posés cette nuit. Donc voilà, et puis à partir de là, on peut évidemment afficher la situation ennemie en créant un ennemi. Vous voyez, là, j'ai reçu un message d'un subordonné qui est le char 1 du premier peloton de l'escadron. Ce qui est très important pour nous, c'est qu'on ait bien toutes ces mesures de coordination, savoir où sont les positions de chacun. Le 4e peloton sait où est le 2e peloton, le 4e peloton sait où est le premier peloton et sait quels axes sont pris en compte, ce qui lui permet éventuellement de combler un trou dans le dispositif. Et le principal avantage de la numérisation de l'espace de bataille, c'est une aide au commandement parce que vitesse de transmission et clarté de la situation. La NEB, en d'autres termes, c'est l'Internet, ou plutôt l'intranet du champ de bataille. Tout y est détaillé. Le type et la position de chaque véhicule, mais aussi sa situation en carburant comme en armement. Mais qui dit réseau, dit aussi guerre informatique. Un des risques, c'est le piratage informatique. Donc, quelle parade trouvons-nous? La première, c'est tout simplement par la redondance des systèmes. Si un serveur tombe en panne, si un serveur est détruit, l'information prendra un autre chemin et continuera à passer. Ensuite, ce réseau n'est pas ouvert sur le monde civil. C'est un réseau interne à la force. Donc, les risques de pénétration par un pirate sont diminués. Mais la numérisation de l'espace de bataille ne concerne pas que les véhicules. Le fantassin, lui aussi, est intégré dans le réseau. Son nom, Félin. Fantassin à équipement et liaison intégrée. Félin contribue à cette information des soldats sur le terrain en liaison avec un système qui est un système d'information au niveau du régiment. Ce système d'information au niveau du régiment va nourrir le soldat Félin avec des informations qui viennent de l'extérieur et qui lui donnent des informations sur son environnement. Combinant de nombreuses technologies, les équipements du Félin sont agencés autour de l'homme pour optimiser ses capacités naturelles. Il y a tout d'abord des technologies dans le sens de la protection de l'individu, les nanotechnologies permettant d'arriver à des matériaux qui sont plus légers que les matériaux de protection actuels et plus efficaces. Du moins, c'est ce que nous espérons. Les liaisons intégrées, vous les trouvez sur le cœur du système, ici, sur le gilet électronique. Ici, vous avez l'IHM, l'interface homme-machine, sur lequel le fantassin reçoit toutes ces informations. Sur le casque, on peut rajouter le cimier. Sur ce cimier, vous avez deux appareils. La caméra intensificateur de lumière qui permet au fantassin de se déplacer la nuit et le restituteur que le fantassin rabat sur son œil pour visualiser donc cette caméra IL. Pour combattre, le fantassin aura un FAMAS. Sur le FAMAS, on y retrouve une lunette de types différents, soit intensificateur de lumière, soit thermique, avec toute une série de boutons qui permet d'utiliser la lunette. Cette lunette est une lunette avec une voie vidéo qui permet au fantassin de l'utiliser en vision déportée. Du coup, le soldat va pouvoir utiliser ce capteur masqué et donc limiter son exposition au danger s'il y a un tireur isolé ou s'il y a un danger quelconque qui est au bout de la rue. Dans le combat urbain, c'est quelque chose qui est évidemment essentiel, d'être capable de regarder au coin sans engager un élément vital de l'individu. Présence d'ennemis détectée dans bâtiment Delta. Echo Charlie, déployer reconnaissance mini-rock sur bâtiment Delta, parlez. Echo Charlie, reçu. Reconnaissance mini-rock pour bâtiment Delta, terminé. Équipe Félin en place. Pour la première tâche sécurisée. 2 portes à gauche, 2 portes à droite.
décelé. Préparation pour l'assaut. C'est parti pour l'assaut. Allez, allez. Troisième gauche, en avant. Allez, rentre. Les nouveaux auxiliaires des fantassins, ce sont eux désormais, les robots. Ce mini-robot spécialisé est le petit dernier de la famille des robots Mini-Rock. Il se glisse et se faufile partout, comme ici par exemple, sous des voitures pour repérer d'éventuelles charges explosives. Il possède une caméra frontale et une caméra dorsale. S'il bascule, il est conçu pour pouvoir retomber sur ses roues. Son grand frère, le robot éclaireur, le plus gros de tous. 150 kg, il atteint les 13 km/h. 5 heures d'autonomie, une portée de 200 mètres. Pour augmenter son rayon d'action, le robot a la faculté de laisser des relais sur sa route. On peut lui fixer différents modules selon les missions, caméra infrarouge, caméra laser, logiciel de cartographie de bâtiments ou, comme ici, mât télescopique. Dans le domaine terrestre comme dans le domaine naval, nous utilisons aujourd'hui les robots essentiellement pour faire de la surveillance et également du déminage. Parce que aller déminer, c'est jamais amusant. Et donc, les robots permettent au moins de bien cartographier le risque. Et donc, lorsque l'opérateur humain intervient, il sait exactement dans quel environnement il est en train d'intervenir. On pense qu'à l'avenir, ce type de robot va même aller jusqu'à la destruction de la mine sans aucune difficulté. Le dernier de la gamme, petit robot modulaire. Doté d'une vision panoramique, il est spécialement conçu pour monter les escaliers. Un drone terrestre que vous mettez dans un immeuble et qui monte une cage d'escalier sera lui aussi moins exposé qu'un groupe de soldats qui fait la même chose. Cette utilisation des drones ou des robots est en train de se généraliser. Ce robot est également capable de détection sonore. Il peut aussi localiser une émission de fumée ou de chaleur. Un laser à balayage lui permet de cartographier n'importe quelle pièce en temps réel. Voir loin, très loin même. Surveiller, reconnaître. Longtemps, très longtemps s'il le faut. Enregistrer des images. Zoomer, puis retransmettre ces images. Le tout sans se faire repérer, sans déclencher de riposte. Les drones sont les espions du ciel. En constante évolution sur le plan technologique, les drones se spécialisent en fonction de leur mission. Les capteurs embarqués bénéficient des dernières technologies en matière de vision. Caméra vidéo, caméra infrarouge, imagerie radar, télémètre laser, etc. Ces images ont été prises par un drone de surveillance de l'armée française au-dessus de Kaboul et de ses environs. Ce modèle récent, c'est le MAL. MAL pour moyenne altitude, longue endurance. Son programme est dans son nom. Long rayon d'action, plus de 1000 km, capacité d'assurer par tous les temps une permanence sur zone 24 heures sur 24. Il communique avec sa station de contrôle soit par liaison directe, soit par satellite pour les missions lointaines. Les drones dans l'avenir seront appelés à de multiples missions. Cette simulation en images de synthèse montre un de ces drones équipé d'un illuminateur laser, désignateur de cible. Technologie de haute précision particulièrement efficace en cas de cible mobile.
La cible repérée, l'information est aussitôt transmise à un aéronef. Le missile est alors programmé sur la cible désignée par le drone. L'intervention du chasseur au-dessus de la zone ennemie est ainsi réduite au strict nécessaire. Mais la recherche élabore également des drones de petite taille, mini-drones et même micro-drones. Il est évident qu'un fantassin qui peut être doté d'un mini-drone, d'un tout petit drone, type libellule avec une toute petite caméra, qui lance ça dans un immeuble pour aller voir finalement ce qui peut se passer, aura un avantage certain. Nous ne désespérons pas avec les nanotechnologies pouvoir développer finalement des drones de la taille du drone libellule avec un maximum de capteurs dessus, voire même plus petits. Dernier né de la collaboration européenne entre la France, l'Allemagne et l'Espagne, le Tigre. C'est d'abord une gueule. Cet hélicoptère est un hélicoptère de toute nouvelle génération. Pourquoi? Parce que, de par sa conception, il utilise énormément de matériaux composites et est bourré d'électronique. Tout est redondant. Tous les systèmes numériques sont doublés. C'est vrai aussi pour les réservoirs de carburant. C'est vrai pour le système hydraulique. Vous voyez qu'il y a 2 moteurs, donc c'est aussi vrai pour les moteurs. Ce qui pourrait nous amener à dire que l'on a 2 tigres en un. Tout est multiplié par 2, y compris l'équipage. Nous avons un pilote et un tireur. Alors, ils ont 2 fonctions un petit peu différentes. Le pilote prend place à l'avant et le chef de bord tireur à l'arrière. Un des atouts majeurs du Tigre est de sa furtivité. Il a un front très étroit qui réduit sa signature électromagnétique et il a des arêtes très vives, ce qui aura tendance à perturber un petit peu les radars ennemis. Le Tigre est spécialement conçu pour le vol furtif, c'est-à-dire au plus près du sol, au niveau de la cime des arbres ou à hauteur d'immeubles. Dans tous les cas, à des hauteurs quasi indétectables pour n'importe quel radar. Le Tigre fait partie de la chaîne de la numérisation de l'espace de bataille. Donc je viens de mettre sur mon écran secondaire une page Eurogrid. C'est un système d'information terminal au même titre que le Félin pour les fantassins. Il est en mesure de recevoir des informations rafraîchies par le système d'information régimentaire, mais il est aussi en mesure de fournir à ce système d'information régimentaire l'évolution de la situation en temps réel. Sur le Tigre, nous avons un viseur Strix. C'est le viseur qui est au-dessus de moi, sur le toit du Tigre. On peut considérer que c'est l'œil du Tigre. En fait, ce Strix me donne l'opportunité de voir au travers de 3 voies. Une voie direct optique, une voie TV, bas niveau de lumière, et une voie thermique qui nous permet de voir les images en infrarouge. Cette caméra, je peux la servir à mon casque ou à celui de mon pilote. La position de ce casque est reconnue dans l'espace grâce à un détecteur électromagnétique. Et si je bouge ma tête, eh bien, le viseur va suivre le mouvement de ma tête. Pour tout ce qui est partie visionique du casque du Tigre,
on utilise ce qu'on appelle le display module. Et ce display module va venir se clipser directement sur le casque de base pour ne former qu'un seul casque pour tout le vol. Donc avec ce display module, nous allons avoir accès à des informations qui vont venir s'imprimer sur la visière, dans la zone un petit peu plus verte que vous avez ici. On va aussi utiliser ce display module pour tout ce qui est partie vol de nuit. À la place de ces deux petits prismes en latéral sur le casque, on va venir insérer des tubes à intensification de lumière. Des images de vision nocturne vont être projetées directement sur les zones semi-transparentes de la visière. Donc avec ce système-là, on a un système complet pour mission de jour, mission de nuit, avec information de tir, c'est-à-dire un réticule de visée pour l'utilisation du viseur de casque, ainsi que des informations sur la sélection d'armement, canon, roquettes ou missiles, ainsi que l'état des conduites de tir. Attaque en profondeur, appui de troupes au sol, reconnaissance armée, escorte de convoi, force aéronavale, le Tigre est conçu pour répondre à toutes ces missions. Il se doit donc d'être à la fois rapide, robuste, polyvalent, maniable. Au chapitre armement, le Tigre est équipé d'un canon 30 mm. Comme la caméra, le canon est asservi au casque du pilote et du tireur. Il leur suffit de regarder la cible pour pointer le canon. Dans son équipement standard, le Tigre dispose de 4 paniers de roquettes, 68 au total. Il peut également être doté des missiles RR Mistral. C'est près de 200 appareils qui bientôt équiperont les forces françaises, espagnoles et allemandes. La mise en réseau de tous les acteurs du champ de bataille a pour conséquence de modifier profondément les méthodes de combat et de commandement. On parle dorénavant d'opération infocentrée, voire de guerre infocentrée. La maîtrise de l'information et des multiples modes de communication sont au cœur de ce dispositif. À ce titre, la conquête de l'espace représente un enjeu stratégique. Parce qu'elle exige la gestion d'un flux énorme d'informations, la guerre infocentrée est particulièrement adaptée au combat en zone urbaine, qui aujourd'hui représente 80% des conflits. Le combat en milieu urbain est très spécifique. Espace cloisonné engendrant une multiplication de combats localisés avec un ennemi souvent éparpillé parmi les populations civiles.
Tous les nouveaux systèmes d'armes sont conçus pour cette nouvelle forme de guerre en réseau. PCBE Avia, les premiers PAX arrivent d'un court type. Autre zone dans lesquelles on va naturellement être obligé d'intervenir, ce sont les zones littorales. La plupart des activités humaines sont aujourd'hui en zone littorale et donc la plupart de nos intérêts économiques sont en zone littorale. Pour protéger ces intérêts économiques, nous devrons avoir les outils qui permettent de restaurer nos intérêts économiques, imposer notre volonté ou d'aller rétablir la paix. Cet outil propre aux zones littorales a pour nom BPC. BPC, c'est le bâtiment de projection et de commandement. Donc la projection, c'est bien le fait d'envoyer de la force vers la Terre avec des troupes et du matériel. Et le commandement correspond au fait de pouvoir héberger, accueillir et soutenir un état-major de conduite d'une force d'ampleur tout à fait variable. Les missions des BPC sont assez variées. C'est un peu le couteau suisse d'une force navale, si vous voulez. Vous avez une capacité hospitalière, vous avez une capacité d'accueil d'état-major ou de commandement. Ça veut dire des réseaux informatiques, ça veut dire des zones dans lesquelles on peut mettre des bureaux et des ordinateurs. Vous avez une capacité de mise en œuvre d'hélicoptères et puis une capacité d'accueil et de transport qui fait que on peut très bien imaginer transporter du matériel militaire, mais aussi des palettes d'aide humanitaire ou que sais-je encore. En juillet 2006, le BPC Mistral, à peine ses derniers tests effectués, est envoyé d'urgence au Liban. Après avoir appareillé en quelques jours, il est alors utilisé comme plateforme d'opérations aériennes et amphibies. Transportant vivres et secours, il est affecté comme zone d'accueil pour des milliers de réfugiés qui seront transbordés de Beyrouth à Larnaca. Le BPC, dans le même temps, mène sa mission de commandement des forces françaises déployées sur zone. Première opération pour ce bâtiment et premier succès. L'un des défis majeurs de ce bâtiment, c'est d'arriver à fonctionner avec un équipage très réduit. C'est une gageure que d'avoir un bâtiment de 22 000 tonnes, un peu plus de 22 000 tonnes, de 200 mètres de long, qui fonctionne avec un équipage de 160 marins. L'acception normale, si vous voulez, sur un bateau de cette taille-là, voudrait qu'on soit entre 3 et 500.
Spot 2, décalé bâbord. Le 2, copie, décalé bâbord, Spot 2, pilote à droite. Tandis que sur le pont se succèdent les rotations d'hélicoptères, à l'intérieur du BPC se poursuit depuis plusieurs jours un exercice de commandement en mer. Mais comment prépare-t-on les cadres d'un état-major interarmé à un conflit moderne? Pour ce faire, nous avons créé un continent fictif avec un certain nombre de pays, une alliance et une coalition qui vont s'affronter. Pour chacun de ces pays, nous avons inventé une histoire, une population, une économie, de telle sorte que nous soyons amenés à gérer la complexité de ces problèmes politiques, diplomatiques, de secours humanitaires, d'économie, de médias, qui s'ajoutent aux problèmes habituels des forces terrestres avec les chars, des forces aériennes, les avions, les bombardiers, et des forces navales, les sous-marins et les porte-avions. Ce scénario, très complexe, est construit, géré, animé par un logiciel de simulation. Les officiers en exercice donnent des ordres, prennent des décisions, lancent des actions. Le simulateur les exécute, réagit et livre le résultat des opérations. Aux opérations militaires s'ajoutent toutes sortes d'événements ou d'incidents, déclarations politiques, interventions d'ONG, attentats, pression des médias ou des opinions publiques, etc. Ce sont plus de 1000 incidents qui ont été introduits dans l'exercice, qui nous ont permis donc de nous entraîner au processus de décision et aux techniques d'état-major. Bien que ce soit un exercice, nous n'oublions jamais que nous avons représenté la vie de plus de 50 000 soldats, hommes, femmes, et de plusieurs populations. Donc quand nous nous entraînons, nous savons que ce n'est jamais un jeu. Sauvegarde. Impact imminent. Recherche de sauvegarde. Impact dans... Engagé 5, 4, 3, 2, 1. Impact. Le centre d'opération, impact a eu lieu sur l'avant-tribord. R2, ok. V2, radar d'appontage. Je pense que ce bateau est le bateau du moment. Il correspond à un environnement géostratégique qui est tout à fait caractéristique de l'après-guerre froide. C'est un bâtiment qui a une très grande modularité ou souplesse dans l'exécution de ses missions. Et je vois un très très bel avenir de ce côté-là. Confirmation de Kayami, rapprochement entre 83 de Sputnik. Rien reçu alors. Ouais, je devrais.
Conçu dès l'origine pour opérer aussi bien à partir de la terre que de porte-avions, polyvalent, discret, intelligent, le Rafale, à lui seul, va remplacer tous les avions de chasse actuellement en service. Plus les avions ont évolué, plus les capacités, je dirais, intellectuelles du pilote à se consacrer à sa tâche mission par rapport à sa tâche pilotage ont évolué. Un Mirage 3, grossièrement, vous aviez à peu près 60-70% pour piloter l'avion et le reste pour faire la mission. Un Rafale, c'est 20% pour piloter l'appareil, la trajectoire de l'avion, et le reste est laissé au pilote pour prendre des décisions et gérer son système. Donc un Rafale, c'est plus de temps pour penser et pour faire sa mission que pour piloter. C'est le rassemblement des 6 avions, c'est ça? Là, il y en a un qui fait un point d'attente ici et l'autre qui fait un circuit à la gauche, c'est ça? Ok. Nous allons programmer cette mission, c'est-à-dire nous allons tracer le trait, nous allons programmer l'instant où nous allons délivrer notre armement, le lieu, nous allons programmer le réseau de liaison de données au sein de la patrouille des Rafales qui vole avec nous. Et une fois que cette programmation sera terminée, nous allons l'enregistrer sur une petite cassette qui va aller à bord de l'avion. Néanmoins, cela ne veut pas dire que la mission est totalement verrouillée, puisqu'en vol en temps réel, vous pouvez retoucher cette programmation. Et l'avion lui-même va recalculer tout ce qui est pétrole, tout ce qui est timing sur l'objectif. Le Rafale est un super ordinateur volant. Ok, on peut y aller, c'est bon, je prends ça. Le Rafale F2 est capable de mener des missions air-air comme des missions air-sol, des missions d'attaque, de défense ou de reconnaissance. Il est le premier avion polyvalent de l'armée de l'air. Mais c'est dans le domaine des capteurs que le Rafale se révèle encore plus novateur. Le capteur principal de cet avion, c'est le radar, qui est intégré dans cette coque, dans le nez avant de l'avion. C'est un radar à balayage électronique de dernière génération, donc qui permet très rapidement de pointer tous les coins de l'espace. Le deuxième point très intéressant de cet avion, ce sont les capteurs que vous voyez juste au-dessus. C'est ce qu'on appelle l'OSF, l'Optronic Secteur Frontal. C'est tout ce qui permet en gros de voir très très loin. Et grâce à ça, vous voyez à plusieurs dizaines de kilomètres exactement sur quel type d'appareil vous allez être engagé, mais également lorsque vous faites un assaut sur un objectif au sol et savoir exactement sur quoi vous allez délivrer votre armement. On a beaucoup d'autres capteurs qui sont un petit peu disséminés tout autour de l'avion et c'est ce qui permet d'avoir une couverture de 360 degrés autour de l'avion pour détecter par exemple, donc savoir d'où vient la menace et le cas échéant pour brouiller, c'est-à-dire gêner cette menace. Et c'est vraiment un avion qui sait exactement ce qui se passe tout autour de lui. Dans cet avion, il y a 14 points d'emport. Sur cette poutre-là, on peut mettre des missiles Scalp, ce sont des missiles de croisière. On peut mettre des bombes et vous avez en bout d'aile 2 missiles Mica infrarouge. Ce sont des missiles qui se guident sur la chaleur des moteurs. Un point très important également de cet avion, c'est qu'il a ce qu'on appelle la liaison 16, c'est une liaison de données tactiques, c'est une espèce de réseau, c'est comme un réseau d'ordinateurs. L'ensemble des appareils d'une patrouille, que ce soit le Rafale ou que ce soit l'AWACS, qui est l'avion radar, tous ces gens-là discutent sur le même réseau. Donc c'est l'ordinateur de l'avion qui a un véritable cerveau qui permet de compiler l'ensemble de ces informations et c'est vraiment une révolution en termes de bataille aérienne. C'est un bond de géant qu'on a fait par rapport à la génération des Mirage 2000.
l'armée de l'air utilise un grand réseau qui permet à ces différents acteurs de communiquer entre eux. Alors, ce réseau qui s'appelle le SCOA, système de commandement et de conduite des opérations aériennes, c'est un réseau qui correspond à ce qu'on appelle la guerre infocentrée, qui permet d'échanger ces informations. Sur ce réseau, on trouve de nombreux acteurs des forces aériennes. À commencer par le centre d'évaluation du réseau lui-même, véritable cœur du système. Ici, dans ce centre, sont mis en réseau tous les produits du SCOA pour être testés. Il s'agit de mettre en réseau tous les équipements concourant à une opération aérienne de façon à présenter l'information en temps réel à tous les acteurs. Parmi les acteurs permanents du réseau SCOA, on trouve les CDC, centres de détection et de contrôle. La France en compte 4 de ce type. On assure en permanence, H24, la surveillance de l'espace aérien national et également le contrôle des aéronefs militaires. Tous les centres de détection et de contrôle sont en réseau. Il y a un maillage qui existe. Les informations sont toutes fusionnées par chaque centre et remontées vers l'échelon décisionnaire qui est le centre de conduite des opérations aériennes qui est situé à Taverny, qui lui va, en fonction des informations, évaluer la menace et donner les directives à prendre en fonction des consignes qu'il peut avoir des autorités gouvernementales. Chaque symbole matérialise un aéronef. En fonction du symbole, c'est soit du trafic civil, soit du trafic militaire. Il y a donc un degré de classification qui représente le degré de menace que peut représenter l'appareil. Ça va d'ami, effectivement, à hostile, en passant par une classification douteuse, suspecte. Vous avez ici un appareil qui est classifié comme douteux, qui est un appareil ukrainien. C'est une liste donnée par le gouvernement qui dit qu'il faut surveiller plus particulièrement les appareils de cette nationalité. Sur les théâtres d'opérations lointains, on met en place des CDD, centres de commandement déployables. Aérotransportable, il ne faut pas moins de 4 heures pour qu'un tel centre soit opérationnel. La généralisation des réseaux dans les forces armées ont fait du réseau lui-même un nouveau champ de bataille. Sur les théâtres d'opération, dorénavant, plusieurs guerres se jouent en même temps. Parmi celles-ci, la guerre électronique. La guerre électronique, c'est l'ensemble des opérations, on pourrait appeler de brouillage électromagnétique, de leurrage. La guerre électronique permet de traverser le bouclier adverse. C'est une guerre électromagnétique, c'est une guerre des ondes. Et puis, de l'autre côté, eh bien, on essaye toujours d'avoir des contre-mesures électroniques. La guerre électronique, c'est l'ensemble de ces opérations qui visent à empêcher l'autre de voir. Donc effectivement, c'est vu, pas vu, c'est gêné. C'est une phase tactique. Comment empêche-t-on l'autre de ne pas voir? Comment le trompe-t-on? Comment se rend-on invisible? En tout cas, discret, furtif? Tu mets la PFM là. 12 mètres, ça correspond à 6,0. C'est ici que l'on apporte les réponses à ces questions. C'est ici que l'on évalue, que l'on mesure, que l'on analyse la SER. SER signifie surface équivalente radar. C'est en fait la signature d'un équipement vis-à-vis d'un radar. Ce diagramme représente l'énergie rétrodiffusée par une cible de type missile. La cible est représentée comme ceci. Et lorsque le radar arrive sur le côté, on a une énergie très importante ici. À partir des données numérisées, il est possible de faire des calculs qui permettent de reconstruire en fait une image radar de la cible mesurée.
Ce diagramme représente l'évolution de l'énergie rétrodiffusée par la cible en fonction des différents angles d'observation du radar. Il permet aisément de constater que pour des angles qui sont proches de 90 degrés, on a une énergie rétrodiffusée très importante. Dans un contexte opérationnel, il est important de réduire la SER, puisque plus un engin sera furtif ou aura une SER faible, plus il sera détecté tardivement et moins il y aura de temps pour déclencher une riposte. Les signatures radar sont classées secret défense, mais on peut dire que celle d'une frégate furtive, comme celle-ci, est équivalente à celle d'un chalutier. La furtivité est obtenue par les formes elles-mêmes, plan lisse et incliné par rapport aux ondes radar afin de les disperser dans l'espace. On peut augmenter aussi la furtivité d'un matériel grâce à l'usage de matériaux absorbants ou de peintures spécifiques. Autre chapitre de la guerre électronique, le brouillage, ou comment l'on raconte des histoires à une tête de missile. Nous sommes dans une chambre anéchoïde, c'est-à-dire une chambre sans écho, qui constitue un banc pour évaluer les missiles, et notamment la partie intelligente d'un missile, c'est-à-dire la tête chercheuse du missile. Cette tête chercheuse est en fait un petit radar qui va détecter des objets, des bateaux, des avions, et qui va mesurer la distance qui sépare le missile de sa cible. Ce missile a une intelligence pour éviter justement de se faire brouiller ou de se faire leurrer, et c'est justement ce qu'on teste. On teste l'intelligence de cette tête chercheuse à résister au brouillage ou au leurrage adverse. Comment trompe-t-on un missile? Avec des leurres. Leur fonction étant de détourner le missile vers une autre source de chaleur que celle de l'appareil ou du bâtiment. Technologie de mesure et de contre-mesure, on l'imagine, très secrète. Quels seront les armements de demain? Les équipements, les systèmes d'armes à venir? Et pour quel type de conflit? Très certainement toujours plus de capteurs, de systèmes de vision déportés, de drones et de robots toujours plus sophistiqués et plus intelligents. Toujours plus de réseaux, de systèmes de renseignement et de communication. Des systèmes de systèmes plus vastes, plus complexes et surtout plus rapides pour faire face à l'accélération du tempo des batailles. Mais dans cette complexité croissante, quelle sera la part de l'homme? Plus vous avez de technologie, plus il faut être conscient que l'homme risque d'avoir du mal à suivre. Et donc il faut effectivement, chaque fois qu'on ajoute de la technologie, bien veiller à ce que l'opérateur humain puisse suivre cette technologie. Mais il est vrai que plus on arrive vers des systèmes complexes, plus la charge finalement qu'on fait subir à l'opérateur qui est derrière ces systèmes complexes est importante, plus nous sommes obligés de veiller à ce que cet apport de technologie ne limite pas son action, mais plutôt favorise son action et l'aide à mener son action. Les hautes technologies, loin de remplacer l'homme, au contraire, le placent au centre de dispositifs toujours plus performants. Et c'est paradoxalement en augmentant ses capacités d'action et de décision que les technologies de pointe font de l'acteur humain un élément encore plus décisif.